sachant que voilà, j'avais peur du sang en fait. Hein. C'est la petite particularité. Ah oui. Ou lorsqu'il y avait un des professeurs d'anatomie qui montrait des planches un peu ou des photos un petit peu sanglantes, on va dire, bah, je sortais pour aller aux toilettes et je faisais le malaise vagal dans les toilettes juste derrière là en fait. Ah oui. Ouais, peut-être une des pires gaffes, c'est lorsque quand j'étais en stage au bloc opératoire en fait, c'est que j'ai failli tomber dans le champ du patient. Un autre talent caché, bah, c'est toute la créativité. Je suis quelqu'un quand même d'assez créatif. Et bah, en fait, je pense énormément. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Tiski, je suis VP projet, donc vice-présidente chargée des projets au TCN, donc le tutorat de la carabine ancienne. Et moi c'est Yanis, donc je fais pareil, VP projet au tutorat carabine en CN, enfin tutorat de la carabine en CN, effectivement. Tout à fait. Et donc aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous le docteur Moroval. Ouais, ou Doc Bon. FX. Doc FX C'est pareil. aussi, c'est vrai. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Et bah ouais, on va se tutoyer, pas de souci. Ouais. Hein. Donc moi c'est Doc FX, je suis médecin urgentiste, je travaille au SAMU et à l'hôpital d'Épinal depuis presque 12 ans maintenant. Et la petite particularité c'est que depuis 2 ans, bah, j'ai lancé ma chaîne YouTube Doc FX. Ok. Voilà. FX pour François Xavier. C'est ça, Voilà. c'est trop long. Doc François Xavier, c'est trop long. Donc, Doc FX, c'est très bien. Je comprends. Ça c'est beau. Bon, super. Et donc, comment elle est venue cette envie de partager sur YouTube ce métier qu'est Alors, médecine? Moi, comment ça m'est venu, c'est qu'en fait, j'avais développé une communauté sur Twitter, notamment pendant le Covid, parce que Ok. bah, on était en plein dans la première vague, on était au cœur en fait du Covid. Donc en fait, je partageais régulièrement au grand public et aux journalistes également mes retours de journée à l'hôpital, parce que les gens étaient confinés, donc ils voulaient s'informer. Donc j'ai développé toute une communauté. Après, Twitter, c'est un réseau qui est assez agressif. Au final, moi, me permettait pas de développer de la pédagogie. Et je me suis rendu compte notamment qu'il y avait un gros manque de communication en santé, que les gens en fait étaient complètement largués en fait sur les informations. Donc je me suis dit, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et en fait, avec cette communauté-là, j'avais envie de trouver une plateforme qui me permettait un petit peu de développer un peu plus la pédagogie et le quotidien des urgences. Et au final, YouTube, c'est le deuxième site internet le plus consulté au monde après Google. C'est que c'est international, c'est que les gens qui sont même en Asie, en Afrique, ils ont accès aussi à Internet et donc ils regardent des vidéos YouTube et tout le monde regarde YouTube en fait actuellement. Et lorsque j'ai fait des recherches un petit peu sur YouTube, en tapant les mots-clés comme urgence, et ben, je me suis vite rendu compte que c'était quasiment que des reportages un petit peu buzz de la télé qui étaient en fait remis sur YouTube et qu'au final, ça retrace pas le vrai quotidien des urgences. Et que moi je le vois, c'est que lorsque j'ai des externes qui viennent en garde aux urgences pour leur première garde, ils s'attendent un peu comme dans les séries télé ou comme lorsqu'ils voient les émissions à la télé, que ça court partout, que ça crie, ça hurle, qu'il n'y a que des choses graves. Alors que non, c'est pas que ça vraiment les urgences. Ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et l'objectif c'était de faire passer un peu des messages plus pédagogiques. Et d'où cette idée de se lancer sur YouTube. Voilà. Donc c'est vraiment démystifier en fait tout ce qu'on peut imaginer du quotidien des urgences à la médecine, quoi. C'est démystifier et c'est aussi répondre à des questions que les gens se posent. Par exemple, lorsque tu te poses la question comment poser du carrelage, et tu vas sur Google et tu vas taper comment poser du carrelage et tu vas te retrouver sur un tuto YouTube en 10 minutes. Et de la même façon, je me dis qu'il y a des gens qui vont aller chez leur médecin traitant. Le médecin va dire voilà, vous êtes peut-être à risque de faire un infarctus. Il va falloir faire une coronarographie. Les gens disent qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Et ils vont taper coronarographie sur Google. Et l'objectif, c'est qu'ils se retrouvent sur un tuto d'à peu près 10 minutes qui leur explique avec un vrai cardiologue qui fait des coronarographies tous les jours, qui répète toujours la même chose aux gens. Et moi, je le vois bien parce que lorsque les gens font des infarctus, des fois, ils arrivent aux urgences. Et moi, je leur dis, monsieur, vous faites un infarctus, votre artère coronaire, elle est bouchée. Il va falloir en urgence qu'on fasse cet examen-là. Et la plupart du temps, les gens, ils n'en ont jamais entendu parler. C'est un peu effrayant. Alors c'est déjà effrayant quand on dit qu'on fait un infarctus, mais encore plus effrayant quand on dit qu'on va faire un autre examen en urgence et qu'on n'a pas le choix. Donc c'est pour ça que c'est bien en fait de faire passer ces messages-là pour éduquer et informer le grand public. Bien sûr. Non, c'est vrai. Sur ça, je suis totalement d'accord. C'est vrai que, surtout avec la santé des particuliers, c'est vrai que quand on ne sait pas où on va, on a beaucoup plus de stress, d'anxiété. Et donc, si les patients ils connaissent plus leur pathologie, ils savent les risques, mais aussi les bonnes issues, ça peut aider tout le monde, les médecins. Et pareil, les gens, ils patients. vont rechercher l'info, tu vois, parce qu'une autre, au SAMU, un des appels les plus fréquents que j'ai le soir, tu vois, c'est les parents qui appellent parce que leur enfant fait 38-39 de température. Il est minuit, il est 2h du matin.
les parents sont épuisés, ils disent il faut qu'on aille se coucher, il faut qu'on aille dormir, et ils sont angoissés parce que leur enfant a de la fièvre et ils ont peur de laisser l'enfant d'aller se coucher. Donc souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sur Google et ils vont taper que faire en cas de fièvre chez l'enfant. Voilà. Et l'objectif, c'est la même façon de répondre un peu à ces questions-là. Ouais, Et bien puis, sûr. s'ils n'ont pas les réponses, des fois, ils appellent au SAMU et c'est des appels qu'on a Ouais. fréquemment. Donc c'est vrai, ouais, ça pourrait soulager tout le monde, les personnes au SAMU qui répondent au téléphone, mais même les parents, avoir une réponse plus rapide sans Ouais. se déplacer. Donc totalement d'accord. Alors attention, D'accord. point important, c'est que c'est pas des consultations médicales, parce que les gens, Oui. des fois, cherchent des consultations. On ne peut pas faire des consultations sur Internet, Mm. c'est pas de la médecine. sûr. Enfin, il y a la téléconsultation, mais la téléconsultation, c'est un cadre particulier. Là, c'est de l'info globale Bien sûr. à tout le monde. Donc, c'est ce que je précise à chaque fois sur chaque vidéo, c'est que c'est pas des consultations, c'est des informations d'éducation, en fait. C'est Et quand puis le après, diagnostic a déjà été fait et là on veut se documenter et comprendre la pathologie ou comprendre nos symptômes entre autres. Ouais. dus à ça. Ouais. Ok, ça va. Super C'est ça. réponse. Super réponse. Cool. Moi, j'avais une question, donc pas trop sur l'aspect YouTube, mais plus sur l'aspect, on va dire, médical et professionnel et plus carriéral, on va dire. Ouais. Une très simple question, pourquoi médecine? Pourquoi médecine? En fait, moi, j'aurais pu rien faire d'autre. Depuis que je suis tout petit, en fait, je sais pas, depuis que je suis même pas, j'allais dire, au collège, mais même encore avant, j'ai toujours voulu faire ça. Je sais pas, c'était une espèce de vocation, en fait. J'ai toujours voulu comprendre un peu le corps humain, le fonctionnement. Après, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un dessin animé qui s'appelait Il était une fois la vie. Je sais pas si vous oui, connaissez ou bien pas. sûr. Voilà. Classique. Et ce dessin animé-là, il est vachement pédagogue, je trouve. Et puis, je trouve ça super intéressant. Et puis, j'avais envie un peu plus de comprendre, en fait, tu vois, comment fonctionne le corps, le cerveau, etc. Je me posais beaucoup de questions et puis je trouvais que c'était intéressant de comprendre. Et puis, Et est-ce qu'il y avait un moteur particulier derrière cette envie? Une personne, même pas. un cas? Non, c'est vraiment juste Même pas, parce que mes parents sont pas médecins. Mhm. Et après, ils sont dans le paramédical. Ma mère est kiné, enfin, Mhm. était kiné, et puis parce qu'ils sont à la retraite. Mhm. Ma mère était kiné, mon père était vendeur d'appareils d'orthèse, en fait. Et puis non, je sais pas, c'était cette envie en fait que j'avais. Voilà. Sachant que voilà, j'avais peur du sang en fait. C'est la petite particularité. Enfin, Ah oui. c'est pas nouveau. C'est quelque chose que j'ai depuis des années et que maintenant je parle ouvertement. C'est un truc qu'on pourra peut-être parler un peu tout à l'heure ou tout de suite, je sais pas, mais qui est assez important, je trouve, parce que la phobie du sang, c'est la troisième phobie la plus fréquente dans le monde, après la peur du vide et la peur des animaux. Donc c'est très très fréquent. C'est quasiment sûr que dans la promo là actuellement, il y en a d'autres qui ont peur du sang aussi. Et moi, c'est quelque chose que je vivais très mal. Enfin, que du coup, on disait quelqu'un qui a peur du sang et qui est médecin, ça fait rigoler. On se dit c'est pas possible. Même mes parents au début, ils m'avaient dissuadé. Ils disaient non, tu peux pas être médecin, c'est pas possible. Tu as une goutte de sang, on va te chercher à l'école, t'es inconscient. Donc ça peut faire peur. Mais au final, moi, lorsque j'étais en P2, même là, il y a quelques années, j'étais vraiment phobique du sang. Et je me souviens encore c'était l'amphi d'à côté, ou lorsqu'il y avait un des professeurs d'anatomie qui montrait des planches un peu ou des photos un petit peu sanglantes, on va dire, je sortais pour aller aux toilettes et je faisais le malaise vagal dans les toilettes juste derrière là. En fait. Ah oui. Donc tu vois, c'était assez violent quoi. Et malgré ça, mon envie de devenir médecin est passée au-dessus. Et en fait, j'ai essayé dans mes stages en fait de pas être exposé au sang, mais il y avait quand même, lorsque on faisait des prises de sang avec les infirmières, il n'y avait pas trop le choix, donc des fois je tournais un peu la tête, etc. Le pire pour moi, c'était le stage en chirurgie, où là, tu es obligé de passer. Alors j'avais pris chirurgie orthopédique, parce que je me suis dit, digestif, thoracique, c'est peut-être un peu sanglant, donc je me suis dit, sur de l'ortho, ça saigne peut-être un peu moins, donc j'étais parti sur de l'ortho. Et je me suis retrouvé au bloc opératoire, à côté du professeur, à tenir les écarteurs sur un genou ouvert. Et puis là, j'avais pas le choix, donc j'ai fait plusieurs malaises vagos également. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je faisais de l'auto-hypnose sans savoir que c'était de l'auto-hypnose. C'est-à-dire sur des concepts où en fait on est là sans être là. Donc en fait, je m'évadais, j'allais ailleurs. Okay. Et j'étais au bloc, mais en étant à la plage en même temps. Enfin, c'est un peu particulier, mais tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai réussi en fait à lutter contre cette phobie. Et là, maintenant, cette phobie est totalement partie. Heureusement, parce que là, donc, je suis urgentiste. Et toutes les semaines, je prends en charge des fois des plaies ultra violentes, des trucs ultra gore, des gens qui se sont mis des balles dans la tête. J'ai vu des trucs pires même que les voient les médecins. Je pense que c'est les pires trucs que je vois. Et maintenant, voilà. Donc, je me dis que si moi, j'ai réussi à vaincre ça, et qu'il y a peut-être d'autres étudiants qui sont dans cette situation-là, déjà, il n'y a pas de honte à le dire, parce que je pense que c'est important de le mettre en avant. Et puis après, que c'est possible de surmonter malgré tout cette phobie. Et moi, je connais certains collègues médecins qui sont aussi hématophobes et qui sont
dans d'autres spécialités où ils sont pas trop en contact avec le sang, volontairement pour ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Mm. Ouais, c'est vrai. Et c'est super intéressant parce que je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette C'est très situation-là. fréquent, ouais. Et même moi, bon, je suis pas phobique, mais il fut un temps, je me rappelle quand on s'approchait un peu de la deadline de ces Parcoursup où je dois commencer à mettre mes vœux, qu'est-ce que je vais faire, etc. Je savais un peu comme toi que bah, médecine, c'était voilà, c'était ma voie. Mais je commençais à avoir cette petite appréhension de me dire, ah, attends, mais je vais voir du sang, Ouais, il y aura des piqûres, des choses, des trucs, enfin des trucs d'habitude, voilà. Mm. Mais là, je sais pas pourquoi ça commençait à venir. Donc c'est vrai que je m'étais posé un peu cette question de me dire, mais alors si j'ai peur du sang, ou si j'ai peur des piqûres, ou si j'ai peur de ça, je pourrais pas faire médecin, c'est impossible, c'est incompatible. Et donc c'est super intéressant d'avoir ton point de vue du coup là-dessus, parce que tu l'avais même en deuxième année, Ouais. troisième année, quatrième. Donc c'est... Et le petit conseil que je peux donner, s'il y en a qui écoutent et qui sont dans ce cadre-là, je pense que le plus important, c'est lorsque vous êtes en stage, il ne faut pas hésiter à le dire en fait, déjà aux Mm. médecins et aux infirmières, que vous avez un peu la phobie, la peur du sang, parce que c'est pas une honte et autant le dire Bien que. sûr. Bon, moi j'avais beaucoup caché, mais du coup, lorsque je faisais un malaise vagal, et ben, je sortais un peu en catastrophe, et puis il suffit de faire un malaise vagal, les gens ils ont compris, voilà, on Bien sait sûr. très bien, Mm. donc il n'y a pas de honte à ça, et en fait, faut pas hésiter à en discuter justement pour que les gens soient au courant et puis qu'en gros ils te disent bah si tu te sens pas bien tu sors etc. Bien sûr, Enfin, ils sont voilà. compréhensifs. Donc oui, enfin, ça sert je pense qu'il faut en parler, même si en médecine, c'est vrai que c'est quand même un peu tabou et on se dit, C'est un peu je suis tabou. pas très légitime vu que j'ai peur du sang, mais c'est vrai qu'il Bah y a des techniques oui, pour surpasser. ah oui, L'hypnose en t'as est largement une, le temps. peut-être d'autres. Les études sont assez longues, mais Bien on a sûr. largement le temps de passer outre ces phobies C'est vrai. et si on veut Mm. on peut passer largement dessus quoi. Franchement, super conseil. C'est Après, vrai, après j'aurais pas travaillé, j'aurais jamais été chirurgien. Euh, à l'époque, après là maintenant, si je veux faire une reconversion, que je veux être chirurgien, je pense que je pourrais maintenant, parce que la phobie est totalement disparue à 100%. Alors que à la base, ma phobie qui était vraiment très très importante, hein. D'accord. Enfin, je vous promets, c'était vraiment, je voyais une goutte, j'étais blanc PLS quoi. Une goutte, hein. J'étais. Donc c'était pour ça, donc bah, tu voulais pas faire chirurgien donc après, ou il y avait Ouais. d'autres raisons Ouais, c'est sur ça, hein. C'était C'est pour surtout ça ça. principalement. Ok, Ok, super. très beau. Et toujours voulu faire urgentiste ou Non, non. Autre Bah, spécialité. pareil, au début, en fait, j'étais parti sur, j'étais parti plus sur de la neurologie au début, D'accord. parce que c'est intéressant, c'est très clinique. Enfin, il y a plein de choses à apprendre, et au final, on n'est pas trop exposé au sang également, même si des fois on peut avoir alors le coup classique en neurologie, c'est les ponctions lombaires avec Oui. les aiguilles qui sont assez grandes, où pareil, ça peut impressionner, et on peut faire un malaise là-dessus. Mm. Donc moi j'étais pas trop exposé au sang, donc la neurologie ça m'allait plutôt pas mal. Et puis au final le stage, bon, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas fait pour ça au final, parce que j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose en fait. Ouais. Mm. Et paradoxalement, bah, après je suis passé en stage aux urgences pédiatriques, et puis là j'ai vraiment Ouais. kiffé le travail Ouais. d'équipe, le fait de l'imprévu. Alors c'est là où on commence à voir des plaies. Je me souviens un gamin qui avait passé la main sous une tondeuse. Du coup, il arrive, il y avait la main qui était toute ensanglantée, avec des délabrements assez importants, c'était assez violent. Et lorsque j'arrivais sur ce. Alors, l'avantage, c'est que j'étais, entre guillemets, que externe, donc je me mettais à chaque fois un petit peu en retrait, et puis je sentais que si ça allait pas, et bah, des fois, hop, je sortais, après, je leur soufflais un bon coup, j'y retournais, et puis par petite dose, en fait, au fur et à Ouais, mesure, tu vois. ça allait bien. Ouais. C'était des petites doses pour s'adapter C'est ça. jusqu'à C'est ça. gérer un vrai cas. Ok, Mais du ça coup, tu as marche. eu vraiment le courage d'y aller à chaque fois, de pas vraiment te rester en retrait à cause de cette Ouais, phobie, non, à mais il cause faut de pas. ça. Ouais, non, il faut. Donc c'est ça qui est super intéressant aussi, inspirant, c'est de se dire, bah, même si je suis phobique de quelque chose, on parle de phobie quand même, on parle pas juste d'une petite peur, bah quand même. Et après, ça a disparu vraiment progressivement. Bah, c'est Ça ça. n'a pas été du jour au lendemain, je me suis levé, J'imagine. mais c'était progressivement. Et je me souviens que lorsque j'étais interne, j'étais encore phobique. Et là, ça commence à devenir embêtant quand tu es interne, parce que bah, tu commences à faire Bah des oui. sutures aux urgences Bien quand sûr. tu es interne. Et donc, je me souviens que les petites plaies, ça passait. Et quand c'était des plaies qui étaient trop importantes, et bah, souvent, je laissais un peu la main au chef. Et puis après, ça a disparu. Avant la fin de mon internat, ça a disparu. En fait. Ah, super. Et du coup, tu avais quand même choisi d'être urgentiste, Ouais. malgré le fait que tu avais Ouais. encore cette petite phobie-là. Ouais, parce que je m'étais dit que ça allait disparaître un jour ou l'autre. Ah, c'est cool. Enfin, je voyais que ça s'améliorait, donc j'y allais. Ouais. Mais c'est vrai que je me disais, est-ce que je fais vraiment ça? Parce que je me disais, si jamais tu prends sur une grosse fracture ouverte, avec où tu as l'os, où tu as une grosse plaie délabrante, ou tu vois, bah, c'est à chaque fois un peu mon angoisse. Et puis au final, non, bah, c'est passé quoi. Tu vois. Ah, c'est pas une fin en soi. Faut pas le voir Non, comme une non. fin Non, en mais soi c'est d'être ça, en phobique. Non. Il faut vraiment essayer de passer au-dessus. Et
Ça, vraiment, C'est c'est un ça, c'est que beau, j'adore, Ouais. c'est beau qu'il y avait message. vraiment ce truc un peu d'espoir Ouais. qu'il y avait derrière pas une et fin, qu'il allait. Bah, on peut toujours s'améliorer. Et puis de la même Mhm. façon, là, encore une fois, vous êtes qu'au début des études, donc tu Mhm. vois que tu as largement le temps. Et même sur ce que tu veux, un autre message important, je trouve, c'est que entre ce que tu veux faire là tout de suite comme spécialité, parce que tu as peut-être des idées dans la tête, tu dis ah, j'aimerais bien faire ça ou faire ça, et bah tu vas probablement passer en stage. Et dans ton stage, et bah, il y a sûrement des trucs, tu vas dire ah bah tiens, je voyais pas ça comme ça, Oui. ou au final, ça me plaît pas, ou et tu vas passer sur un autre stage totalement par hasard. Mhm. Et tu vas dire ah mais c'est génial, ou Ouais. soit parce que tu auras un super maître de stage qui va te passer des bons messages, ou voilà, ou soit parce qu'il y a des trucs que tu vas trouver cool que tu pensais pas initialement, Ouais, bien sûr. Mhm. mais ça va donner une vision différente de le faire. Et puis voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est Non, que c'est vrai. mm, Je pense- t'as Incroyable. largement le temps de franchement de changer 2 à 3 fois Ouais. d'avis. De découvrir des Faut choses. pas se mettre la de- pression là-dessus, quoi. Ouais. C'est Ok, ça marche. Et moi, j'ai plutôt une question sur le parcours scolaire. ouais. Comment s'est déroulée votre formation médicale? Et même si on peut revenir un peu avant, le lycée. C'était un bon élève. Voilà. Moi, alors j'étais pas un très bon élève parce que je suis quelqu'un de. En fait, je suis un petit peu dans la lune en fait tout le temps. Enfin, c'est la facilité en fait pour l'auto-hypnose en fait. Ouais. Donc Oui, bah oui. j'étais là. Enfin, je suis souvent là et ailleurs en fait. Enfin, les gens qui me connaissent savent que je suis Ouais. à plusieurs endroits à la fois. Et, en fait, mon objectif c'est que je suis quelqu'un qui profite énormément de la vie. Et voilà, je me laisse un petit peu aller en fait. Et en fait, à chaque fois, moi, c'était passer les étapes, les valider, mais valider pour les valider, mais pas pour être obligatoirement le meilleur, mais pour valider ce qu'il y a à faire en fait. Mhm. Donc, ouais, je sais plus, j'avais 13, 14 de moyenne, toi, j'étais moyen quoi. Enfin voilà. Mais je bossais pas comme un dingue pour être le meilleur, le premier de la classe. Par exemple, tu vois, c'était pas mon objectif, c'était de passer mes années tranquillement. Ok. Et à côté de ça, bah, profiter de mon temps libre, profiter de la vie. Mhm. Voilà, c'est toujours un peu l'état d'esprit que j'ai. Et ça, c'est un élément, ça me permet de faire une belle transition. Ouais. Avec pour moi, parce qu'on dit souvent que lorsqu'on est médecin, bah, ça nous prend beaucoup de temps. Oui. Et ce qui est très important pour moi, c'est de garder une vie privée Mhm. et de concilier en fait la vie de travail et la vie privée. Et qu'en fait, si jamais dans votre vie privée ça va pas, ou que c'est trop instable, ou que ça vous prend trop de temps, bah, ça aura des répercussions sur le travail en fait. Bien sûr. Mhm. Et il faut que tout se coïncide en fait, qu'il y ait une bonne concordance, ça c'est Ouais. important en fait, de garder ses passions, de garder ses hobbies, de garder des trucs en dehors de la médecine et de sa vie privée, etc. Il y a des trucs qui sont complémentaires Mhm. et ça c'est vachement important de garder Surtout tout ça. en tant qu'urgentiste en plus. Et après, Mhm. alors la petite particularité que j'avais moi aussi, c'est qu'en fait lorsque j'avais un projet et un objectif, je me lançais à fond dedans en fait. Et des fois peut-être trop, mais je me lançais à fond Ok. pour atteindre le but en fait à chaque fois. Si Ouais. par exemple le but c'était le concours de médecine, Mhm. et ben voilà, je m'étais mis à fond pour Pour le concours. le passer. Ouais. Mhm. Sachant que moi à l'époque on avait le droit de redoubler. Ok. Et je me souviens que lorsque je l'avais fait, bah, je savais moi dans ma tête que j'avais le droit de redoubler, donc j'avais pas été à Ah fond. oui, Enfin oui. franchement, ma toute première année au début j'étais avec des copains, etc. Voilà. Et j'avais des copains de fac avec qui j'étais, moi où je bossais, mais je bossais pas avec eux en fait. Voilà, je profitais beaucoup et eux ils ont terminé 5e et 6e. Mhm. Et moi, je l'ai pas eu la première année, donc je dis, ah ouais, bah, c'est un peu con. Et je me suis dit, bah, t'as intérêt à mettre un coup de collier parce que c'est ta dernière chance. Et puis la deuxième année, bah, ça a été nickel, quoi, C'est tu vois. bien, ouais. Enfin, Ouais. lorsque j'ai redoublé. Mm. Mais si ça aurait été des conditions différentes, je pense que voilà, d'emblée, je me serais mis Ouais. plus en condition, quoi. Maximum. C'est Ok. ça. Non, mais c'est vrai, donner tout dès le début, c'est vrai que c'est super important. Enfin, faire plein de choses à la fois, c'est super important pour bah, justement éveiller la curiosité, apprendre de plein de choses. Mais c'est vrai qu'aussi, je pense, il faut prioriser certaines choses Ouais. pour ne pas soi-même Ouais. en payer les pots cassés. Et en médecine, c'est super important Ouais. ça. Plein de gens qui ils font du sur-travail, ils sont pas bien parce qu'ils ont trop de choses à faire et c'est vrai qu'il faut s'écouter. Ça, Ouais. je pense, En fait, c'est qu'est-ce qui est super important. prioritaire et qui ne peut pas attendre, et qu'est-ce qui est prioritaire et qui peut attendre, en fait. Enfin, C'est je sais pas. exactement ça. Ouais. Et après, moi, dans mes objectifs un petit peu de journée, en fait, il y a des objectifs que je me fixe un peu dans la journée. Genre, je me dis, bah, tel jour, il faut absolument que j'ai fait ça et ça, en fait. Et que ça et ça, il faut qu'à la fin de la journée, ça soit fait, en fait. Et après, je me mets pas trop d'objectifs non plus, parce que si tu mets trop de. C'est là où C'est impossible à faire. tu vois que tu n'arrives pas à faire tes objectifs et tu galères, etc. Mais d'essayer de tout ce qui peut être fait, le faire tout de suite. Alors, moi, il y a un truc que je déteste, c'est un peu à la mode, c'est ce qu'est la charge mentale, etc. Ouais. Moi, j'ai horreur de ça, je déteste la charge mentale. Et en fait, je me déleste de tout ça.
Et en fait, on dit que tout ce qui peut être fait dans les moins de 2 minutes, il faut le faire tout de suite. Enfin, ça, c'est un autre truc. Totalement d'accord Ça, avec c'est ça. les petits trucs, les machins. Si tu peux le faire, hop, il faut le faire tout de suite parce que comme ça, tu le gardes pas en mémoire et Ouais, bien sûr. t'évacues régulièrement. Et ça te permet aussi de profiter de plus de l'instant présent là et puis de pas être dans l'avenir ou dans le passé. Exactement. Bah, moi, on en En fait, c'est parlait. typiquement Ah ouais, le sérieux mindset de Yanis. On en ça, parlait Ah, hier. donc, Moi, j'aime donc bien, voilà. j'aime bien faire les choses vite pour qu'après, hop, c'est fini. Ouais. Et Alors, pas obligatoirement vite, mais enfin, le Vite et faire bien, tout de suite je quoi. pense. ne pas le Le reporter faire, à autre, ouais, à c'est un ça. autre moment. Et parce voilà, que voilà. J'aurais peut-être pas le Si temps il y à a ce un truc que moment-là. tu peux le faire, tu le fais tout de suite ou C'est ça. voilà pour éviter de. Super important. Je trouve que c'est super important. Ouais. C'est vrai que j'essaie d'avoir un peu ce mindset parce que je suis, Mm. enfin, je suis pas de nature anxieuse, je suis pas stressée. C'est ça qui est très drôle, c'est que je suis pas stressée, j'ai pas de trucs, mais j'ai l'impression en tout cas d'avoir tellement de choses à faire tous les jours que du coup je me mets une sorte de pression mentale Ouais. où je me dis que si je termine pas aujourd'hui, je suis pas, enfin, je suis pas une bonne personne, mais t'as Mm. compris, je veux pas dire le terme, mais voilà. Oui, oui. Enfin voilà, je me dis que j'ai pas réussi ma journée, que je suis pas fière de moi, nanana. Je me rappelle avant, j'étais vraiment folle en fait. Genre je m'étais, tu vois ce que c'est le memento mori? Le memento mori, c'est rappelle-toi que tu meurs. Ouais. Ok, c'est un peu Ouais, glauque. bien sûr. Et donc du coup, en fait, j'écrivais chaque jour, rappelle-toi que tu meurs. Et donc c'est une sorte de thérapie où tu te dis, bah, Ouais. imaginons je meurs ce soir, Mm. est-ce que je suis fière de moi ou pas? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et j'écris et j'écris. Et en fait, je me rendais compte que j'écrivais tellement de choses où j'étais trop sad, trop triste. Ouais, ouais. Parce que je me disais non, si je meurs ce soir, j'étais pas une bonne personne parce que j'ai pas terminé ça, j'ai pas fait la vaisselle, j'ai Ouais, pas fait ouais. ci. Alors que Alors, c'est. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un peu, mine de rien, c'est un peu mon état d'esprit aussi. Alors moi, j'écris pas sur des feuilles comme ça, Mm. mais en fait, lorsque tu es urgentiste, et en fait, pas que cette spécialité-là, mais en tout cas, là, aux urgences, on voit régulièrement des histoires tristes Oui. aux urgences, soit des découvertes de cancer gravissimes, soit on a des histoires de vie très compliquées, soit on vit aussi des drames avec des décès. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs enfants qui sont décédés. J'ai fait plusieurs jeunes qui sont décédés en voiture, quand avec les parents, des jeunes de 18 ans qui se tuent en bagnole, etc. Enfin, on en fait régulièrement. Et puis on se dit à chaque fois que. Enfin, le sentiment, c'est à chaque fois que tu sors de gare, tu dis bah putain, je suis content d'être heureux, je suis content d'être en vie et en bonne santé en fait. Et ça te permet d'avoir une autre vision de la vie. C'est ça. Donc ça c'est ouais, une autre philosophie. Mm. Et après d'avoir ça toutes les semaines, et ben mine de rien, ça rentre un peu plus Bien en sûr. toi. Bien sûr. Et il y a pas le truc où tu relativises. Et moi, après, il y a un autre événement où j'ai écrit un bouquin où j'en parle un petit peu dedans, où en fait, c'est que j'avais vécu une histoire de vie avec un accident assez grave de mon épouse, en fait, Ok. et où ça aurait pu très mal se terminer également, et qui me permet de passer encore une étape au-dessus, en fait, sur le fait de se dire, bah voilà, il faut vraiment profiter de l'instant présent. Tu vois. Bien sûr. Mm. Est-ce que le fait d'écrire cet événement, ça a aussi aidé à, Sorte t'as de aussi aidé thérapie, à, ouais. ouais, une thérapie, essayer Alors- d'en parler Non, Ça peut- non, parce qu'en fait, lorsque j'en parle dans le livre, ça a été écrit 2 ans, qu'est-ce que je raconte 2 ans, 4 ans après. Ah. Donc en fait, il s'est passé pas mal de temps. Et puis c'était plus pour retracer un peu l'histoire, mais c'était pas dans un objectif de thérapie. Mais par contre, moi, suite à cet événement traumatique, j'avais dû faire un peu de thérapie aussi. Et de l'hypnose, encore une fois. Et en fait, l'hypnose, c'est en post-traumatique, c'est un accès à l'inconscient. Et en fait, ça te permet de visualiser ou de modifier des souvenirs, en fait. Ça, c'est un événement. En post-traumatique, c'est un événement intéressant. C'est que lorsque tu vis un événement traumatique, comme je prends un truc vraiment horrible, hein, comme par exemple un viol, et ben en fait, c'est pas possible d'oublier ce qui s'est passé. Mais en fait, grâce à l'hypnose, on peut modifier les souvenirs donc, de ce qui s'est passé pour en fait peut-être le rendre un peu moins désagréable ou sur certains éléments en fait. Voilà. Et ça c'est via l'accès à l'auto-hypnose et enfin l'hypnose en tout cas et l'inconscient qu'on peut faire ça. D'accord. Ça peut aider les gens qui ont vécu une situation traumatique à les rendre moins traumatisantes en fait. C'est vrai que l'hypnose, c'est encore parfois encore mythique un peu pour les personnes. Ils pensent que c'est encore la Mesmer, tu sais, Alors, sur TF1. Ça c'est le ressenti qu'ont fait les gens parce qu'il y a 2 types d'hypnose un petit peu. Et ça c'est l'hypnose assez agressive, enfin pas agressive mais c'est l'hypnose où on impose des choses et on veut faire le show, on veut faire le spectacle. Et alors que l'hypnose vraiment c'est l'accès à l'inconscient. Et quand en effet vu que ça peut faire des fois un peu peur aux gens, moi lorsque je pratique de l'hypnose aux urgences, et ben je le dis pas. En fait je mets les gens en transe, en hypnose, mais sans leur dire que je fais de l'hypnose. Et ça, j'utilise un truc qu'on utilise assez facilement, c'est par exemple pour les réductions de luxation d'épaule.
on met les gens en transe et puis ça facilite vraiment la réduction de la luxation des peaux. Ah, parce qu'ils sont plus relax. Plus relâchés, voilà, ils sont ailleurs, etc. Et ça, on le fait. Et puis après, les gens disent, mais il s'est passé un truc, vous m'avez fait quelque chose. Et puis on dit, bah ouais, on a fait un peu d'hypnose. Mais comment vous faites, enfin, ne le faites pas sur moi là maintenant, Moi, je le fais, ouais. Mais comment est-ce que vous, enfin, c'est des paroles, c'est mettre en confiance? C'est par les paroles, on parle d'une certaine façon, avec un certain rythme, on utilise certains mots et pas d'autres, et on va progressivement nous-mêmes rentrer en transe en fait. Voilà. Et puis Claude va nous suivre en fait sur la respiration, sur pas mal de choses en fait, et ça se fait progressivement en fait. Et chaque personne est un peu, pardon, je termine. Et chaque personne du coup est réceptive, enfin j'imagine. Tout le monde, que... en fait, tout le monde. les gens disent des fois je suis pas réceptif à l'hypnose, mais en fait tout le monde fait de l'hypnose. Tout le monde. En fait, c'est comme si tu disais moi je dors mais je rêve pas. En fait, tu rêves mais tu t'en souviens pas. Et de la même façon, l'hypnose c'est un état de transe naturel du cerveau. Je te prends un exemple typique. Ça t'est peut-être déjà arrivé des fois de prendre la voiture. Je sais pas si tu as le permis, mais bien sûr. de prendre la voiture et tu rentres chez toi et tu dis merde, j'ai oublié de prendre du pain, ou merde, il y avait un radar, je sais pas si je roulais, si je me suis flashé ou pas, ou d'être déjà arrivé en fait. Et en fait, parce que tu étais en voiture et que tu étais en train de conduire de façon automatique et tu étais là, mais sans être là, parce que quand tu conduisais, tu étais en train de repenser à ta journée, ou tu pensais à ce que tu allais faire ce soir ou ce week-end, et tu étais là sans être là. Et il suffit quand tu conduis, donc ça, tu es dans des états légers en fait de transe, et il suffit que tu conduises et que par exemple le mec devant toi va se mettre à piler d'un coup, ça va freiner d'un coup, bah, toi tu vas avoir le réflexe de piler d'un coup de sec, et puis tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe, et puis d'un coup tu sors de ta transe un peu, tu vois, tu reviens un peu à l'instant présent, de freiner, de réagir, d'être à l'affût, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu un accident, est-ce que voilà. Et puis si c'était juste parce qu'il y a eu un piéton qui est passé par exemple, les voitures repartent, toi tu te remets à rouler, ça repart, et puis après tu repars dans ta transe. Voilà. Ok, je vois. Donc c'est en fait, oui, je vois exactement. Et les trajets, ça favorise, et bah ça c'est des états de transe légers du cerveau, mais c'est des états de transe. Et c'est comme ça que le cerveau se protège. Et voilà. Bien sûr, c'est vrai que des fois le cerveau il se met en off. C'est un peu ce qu'on appelle une dissociation en fait. C'est-à-dire que ton corps est là et ton esprit est ailleurs. Voilà. Et ça c'est ce que je faisais quand j'étais au bloc opératoire, c'était des états d'hypnose où je devais être au bloc, mais j'avais pas envie parce que j'avais peur au sens je voulais être ailleurs. Et dans cette situation de transe, j'étais à la plage, et le concept de l'hypnose c'est qu'on va se ressentir les choses au maximum, c'est beaucoup dans le visuel, on va entendre les mouettes avec les oreilles, on va les émotions, sentir le sable chaud sur le pied gauche, le pied droit, etc. Et tu vas ressentir les choses et tu rentres en immersion vraiment dans ce cadre-là de transe. Tu vois. De la visualisation dans ton inconscient, c'est ça à peu près? Bah ouais, et puis en fait, on n'a pas tous les mêmes canaux. Ça, on le voit sur la mémoire aussi. Il y a des gens qui sont très visuels, il y en a d'autres qui sont très auditifs. Parce qu'ils vont écouter les choses, ils vont mieux enregistrer. Il y a des gens qui sont plus sur de olfactif. Bon, pour la mémoire, c'est un peu moins là, mais par exemple, si on dit de penser à la forêt, il y a des gens qui vont tout de suite sentir l'odeur du bois, tu vois, l'odeur un petit peu de l'herbe mouillée. Et il y a d'autres personnes qui vont voir vraiment avec détail, et d'autres personnes qui vont entendre. Donc, après, on peut avoir plusieurs canaux, mais on a tous un peu des canaux préférentiels. Donc c'est vraiment et ça permet de. Et il y a le kinesthésique aussi, ça permet de rentrer en transe en fait. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment de réveiller les petits. C'est l'accès à l'inconscient en fait. Wow. Avec les détails, je pense. Et par contre, l'hypnose, on sait que ça, c'est pas l'histoire, est-ce que ça marche pas. On sait que ça marche. Et avant, et c'était beaucoup utilisé avant en anesthésie, avant qu'on ait des médicaments Propofol, Icnovel, avant ça n'existait pas tout ça, et on parlait aux gens en fait. On devait faire une intervention qui n'avait pas le choix, et on parlait aux gens pour ça va aller, on va passer ailleurs, on va penser à autre chose, etc. C'est déjà un peu et les gens rentraient un peu en transe comme ça en fait. Tout début il y a plusieurs années, au début de la médecine. C'est un peu ce que tu fais aussi, tu avais dit avec la fixation d'épaule. Ça permet de mettre un peu moins de médicaments. Alors on en met quand même, on fait les deux, et souvent ça permet d'ancrer en fait, et puis d'améliorer la réception des gens en fait. C'est une relation de confiance. Un médicament c'est plutôt on injecte et ça passe, alors que le fait de faire de l'hypnose aussi, c'est une relation de confiance. C'est ça, et tu fais rentrer, et le truc qui est dingue, c'est que dans ces trucs-là, tu fais rentrer les bruits autour, tu les fais rentrer en fait dans ta transe en fait. Tu vois, typiquement un truc que j'aime bien faire, moi, c'est que si jamais tu as une situation de transe comme ça, et puis tu sais, on met des scopes aux gens, donc tu as les alarmes qui sonnent, et si la personne elle imagine qu'elle est en train de se promener, on peut dire peut-être qu'en bas de la vallée tu entendras les cloches qui sonnent, et il va entendre des cloches, alors en fait c'est le scope en fait. Voilà. Et on crée un peu les bruits dans ce truc là en fait, tu vois. Donc ça fait un ancrage de l'émotion. Ok. Et je pense que ça marche bien aussi pour les enfants, alors ça. C'est encore mieux. Là les enfants ils rentrent encore plus facilement, c'est énormément utilisé en pédiatrie. Lorsque vous ferez au stage aux urgences pédiatriques, vous verrez
qu'on en utilise régulièrement. Quand on dit tiens, tu regardes le ballon là-dessus, regarde le ballon, il est beau le ballon, machin. Bah, le gamin, il voit le ballon. Hein. Il suffit de le dire et il le voit. Donc ça marche encore plus facilement. C'est beau. C'est pur en fait. Ouais. Et surtout que l'hypnose, il y a eu des gens qui ont fait des IRM sous hypnose et on s'est rendu compte que sous hypnose, en état de transe, il y a certaines zones qui s'allument en fait spécifiquement. En fait. Donc c'est complètement scientifique, complètement voilà. Il n'y a pas de mythe sur l'hypnose, de dire que après en fait l'hypnose c'est un outil et ça permet pas de remplacer certaines choses. Je prends un exemple, quelqu'un qui fait un infarctus, bah, sa coronaire elle est bouchée, donc il aura besoin d'une coronarographie quoi qu'il arrive pour déboucher. Par contre, avant il a mal, il a cette douleur, et bah ce qu'on peut essayer de faire, c'est par exemple de lui faire visualiser que son cœur c'est un peu comme une fleur et puis que la fleur elle va s'ouvrir en même temps que la main progressivement, et le fait que du coup elle s'ouvre moins, ça permet de respirer plus facilement, de s'ouvrir comme avec des pétales, et ça permet de soulager un petit peu cette douleur là en fait. Donc ça n'empêche rien qu'il y a ça, mais ça peut soulager un peu les douleurs. Voilà. La puissance du cerveau. Et tu as vraiment les gens ils visualisent énormément la douleur avec des mots. Par exemple, ils disent l'estomac, ça c'est un nœud qui se tord, on dit souvent. Et on dit peut-être que l'estomac il va se détordre et peut-être que ça coule tranquillement. Et le fait de visualiser d'autres choses, ça aide aussi au niveau de la douleur à soulager. C'est vrai qu'en fait, les douleurs qu'on a en soi dans notre corps, en soi, c'est à la fois corporel et mental en fait. C'est vrai que si on utilise le mental pour déjà faire la première étape de... C'est vrai que c'est super. Et c'est vraiment, il faut le voir comme un outil en fait. Incroyable. Franchement, petite parenthèse hypnose, ça a été très efficace et très intéressante, honnêtement. Moi, là, j'aimerais bien poser une question sur médecine. Donc, quelle fut la meilleure année en tant qu'étudiant en médecine et la pire? Bonne question. La pire, je dirais la première année parce que c'est lorsque c'est jamais super quand tu es enfermé chez toi, quand tu révises. C'est toujours le stress du barrage, est-ce que je passe, est-ce que je passe pas, et puis surtout quand moi en fait je m'étais posé la question avant parce qu'on se l'était peut-être tous déjà posé de se dire si j'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Et moi j'avais pas de réponse à cette question. Je savais vraiment pas ce que je faisais parce que pour moi c'était une vocation quoi, donc je voyais vraiment pas donc c'était un peu stressant et voilà, c'était pas la meilleure année, mais bon voilà, il a fallu pendant quelques mois se mettre un petit peu dans une bulle. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas revivre, mais bon, voilà. Et après ma meilleure année, c'est peut-être l'année où j'ai commencé à faire les stages, parce que c'est là un petit peu où on commence vraiment entre guillemets à rentrer un petit peu dans le monde hospitalier, même si j'avais encore cette phobie du sang, mais tu commences un petit peu à faire quelque chose, à voir des patients, à dire vraiment, les gens ils commencent à te parler un peu comme un docteur des fois, donc tu dis c'est génial, non je suis pas docteur madame, au début tu es très gêné, tu dis non mais il est docteur, et non je suis pas docteur, mais donc, les gens ils commencent à avoir des retours, des attentes, etc. Et là ça conforte dans le fait de se dire j'ai bien fait, c'est ça que je veux faire quoi, tu vois. Je suis à ma place quoi. C'est ça. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur la partie un peu carrière, médecine, etc. Donc tu as fait, on va dire le cursus classique, première année, deuxième année, tout ça. Est-ce qu'à un moment tu as voulu faire de la recherche? Est-ce que ça te tentait ou au contraire pas du tout? Enfin voilà, est-ce que tu voulais déjà faire ça ou pas? Alors de la recherche, non. C'est vrai que j'ai jamais été parti dans cette branche de recherche. C'est vrai que ça m'intéressait pas plus que ça. En fait, je me suis pas intéressé à la recherche. Par contre, quelque chose qui m'a tout de suite intéressé, c'est la pédagogie, c'est l'enseignement. Et à l'époque, il y avait un programme un petit peu novateur, en fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'FGSU, vous passerez dans quelques années. C'est la formation aux gestes de premier secours que tous les soignants doivent passer. Il n'y a pas que les médecins, aussi les infirmières, les kinés, les dentistes. Et à l'époque, ils cherchaient un externe, un étudiant en médecine, pour former d'autres étudiants en médecine. Et je me suis dit, c'est génial, etc. Et on était 3, on n'était pas très nombreux, on n'était que 3 sur le campus à avoir fait ce truc-là. Et j'ai commencé, dès que je suis passé en 4e année, à apprendre des techniques de pédagogie, d'enseignement. Et en fait, je baigne dans la pédagogie, dans l'enseignement en permanence. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ça sur YouTube. En fait, c'est aussi de la pédagogie, tu vois. Et est-ce que tu voulais être professeur à l'université ou ça t'intéressait pas trop? Ça m'intéressait pas non plus. Ça aurait pu m'intéresser, mais le côté
alors je sais pas, c'est peut-être des clichés aussi que j'ai parce que je me suis pas. Et de s'investir, de passer beaucoup de temps parce que mine de rien, je sais, enfin sur les retours que j'ai en tout cas, il y a énormément d'investissement personnel, il y a beaucoup de temps. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect parce que c'est énormément de travail et j'étais pas prêt à faire ce sacrifice-là en fait. Voilà, je voulais quand même profiter de la vie, enfin on profite aussi de la vie, mais c'était pas mon but en fait. Voilà, je voulais faire de la pédagogie, mais sans sacrifier ma vie là-dessus. Sous une autre forme, quoi. Voilà. En tout cas, là, on va dire que je sacrifie aussi du temps avec YouTube, mais c'est différent parce que là, c'est ma passion et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, toi, je vois pas ça comme une contrainte. C'est un autre format, c'est de Ouais. l'audiovisuel, c'est C'est plus... différent, voilà, c'est différent. Et puis je m'éclate dedans. Le jour où je me dirais, ah, ça me saoule de faire une vidéo YouTube, bah, j'arrêterai, tu vois. T'arrêterais. Mais là, c'est plutôt l'effet inverse en fait, où je m'éclate de plus en plus et je vois toutes les possibilités qu'il y a, enfin, qui sont incroyables en fait, donc c'est ultra motivant quoi. Oui, bah, j'imagine. Super, franchement. Nous, on a pu en parler un peu tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien parler de l'empathie qu'il y a Ouais. dans le métier d'urgentiste, Ouais. mais aussi, et ça c'est très important, la qualité de vie. Ouais. Parce que voilà, on a pu voir sur internet tout ça, l'espérance de vie des urgentistes très basse, ou même le quotidien très compliqué. Donc, j'aimerais bien voilà, savoir l'empathie qu'on met avec le patient, garder une distance, mais aussi une journée type par exemple, et voilà, comment tu fais pour gérer tout ça. Ouais, ça fait beaucoup de questions, alors je vais essayer d'être un peu synthétique, parce que Ouais, sinon on ça- va pas parler allez-y, pendant mais- 5 heures. Ah. Alors déjà, juste pour l'empathie, de toute façon l'empathie ça s'apprend pas dans les bouquins. Enfin, après on commence à y avoir, ce que je trouve qui est très bien, c'est qu'il commence à y avoir des séances un peu de simulation, où on commence un peu à apprendre ça. Moi à mon époque ça n'existait pas, et c'était beaucoup par compagnonnage, où du coup c'était en fonction de ton chef. Alors, il y a certains chefs qui sont très proches des patients, et j'ai déjà vu même des chefs pleurer carrément avec les patients, avec les familles, donc ça c'est très émouvant. Et d'autres qui à l'inverse sont beaucoup plus froids et qui ont beaucoup plus de recul, mais c'est un peu chacun qui se fixe, je trouve, un peu ses limites. Après, le plus important au niveau de l'empathie, c'est de transmettre des choses, enfin bien sûr on partage des choses avec les patients, donc, mais de toujours garder quand même sa coquille pour soi, et de se dire voilà, que ce n'est pas nous. Enfin, ça c'est très important, parce que sinon on peut assez vite péter un plomb et dire c'est pas possible. Moi j'avais vu certains collègues ou certains internes qui étaient très très empathiques à un point qui, voilà, il vivait un drame pour eux également, et qui terminait en larmes, et puis là on se dit bah, c'est pas possible, on peut pas, faut aller vers autre chose, ou parce que l'objectif c'est pas après de tomber en dépression ou de... Donc mais c'est avec le temps on arrive à trouver le juste milieu un petit peu empathique, d'avoir sa propre réserve aussi, ses propres défenses, c'est important. Ouais, bien sûr. Et après, pour le cadre de vie, alors en tant qu'urgentiste, moi, ce que je disais, moi, je vis ma meilleure vie en fait, hein. Enfin, voilà. Parce que l'avantage, c'est qu'en fait, bon, on a des semaines à peu près de 50 heures, donc c'est vrai que comme ça, on se dit ouais, c'est impressionnant. Mais au final, alors moi, je fais encore quelques gardes de 24 heures. Il y a tout un débat là-dessus. Bon, on va pas en débattre parce que ça prendrait trop de temps. Ouais, bien sûr. Moi, je fais quelques 24 heures parce que je l'accepte quand même, mais de changer de poste, c'est-à-dire que je fais des urgences du SAMU, donc c'est pas la même fatigue. Après, j'en fais pas toute la semaine non plus, mais quand on fait des grosses journées, bah, en final, nos heures, on les fait assez vite. Et l'avantage, c'est qu'en tant qu'urgentiste, bah, tu as quand même pas mal de journées de repos dans la semaine. Moi, j'ai souvent, entre guillemets, des week-ends, le mardi. Par exemple, des fois, le lundi à midi, je suis en week-end jusque le jeudi, tu vois. Donc, des fois, tu as 2-3 jours dans la semaine. Et ça, bah, mine de rien, c'est sympa, parce que si tu t'organises bien, notamment avec ton épouse, ton conjoint, ta vie de famille, et bah, tu peux te faire des week-ends C'est vrai. en dehors du week-end, justement. Du coup, tu as moins de monde, c'est moins cher, tu as le temps d'aller faire les magasins tranquillement en centre-ville, il n'y a personne. Donc, tu vis un petit peu différemment. Après, c'est vrai que du coup, tu bosses un week-end sur 2, mais du coup, avec les amis, il faut s'arranger, etc. un peu plus. Mais c'est toute une organisation, mais au final, je trouve que tu profites plus du temps libre, parce que tu as du temps libre lorsque les gens sont en train de travailler aussi. Donc, tu vis un peu différemment. Après, la plus grosse difficulté, c'est la gestion un peu des cycles de nuit. Mais ça aussi, ça s'apprend avec le temps. C'est qu'au début, moi, lorsque je faisais des gardes, le lendemain matin, j'étais complètement rincé, défoncé d'une nuit de garde où j'avais pas dormi ou dormi 2 heures. Et là, maintenant, avec le temps, je peux passer une nuit blanche sans dormir et enchaîner avec ma journée tranquille. Ou alors faire une petite sieste d'1 heure. Et en fait, le corps, avec le temps, s'habitue. Voilà.
Et ça te permet, pareil, de profiter différemment et puis d'avoir du temps libre. Et voilà, donc au final, ça se coïncide très bien. Et l'autre avantage aussi, c'est que, au final, à l'hôpital, tu as tes congés, tu as tes RTT. Et vu que tu travailles pas tout seul et tu travailles en équipe, nous, on fait les plannings à l'avance. Et je sais que voilà, pendant 15 jours, je veux partir en vacances, je bloque mes dates. Et si ça coïncide avec tout le monde, normalement, tu as tes jours et tu sais que t'es pas, de telle heure à tel jour, tu n'es pas là. Et voilà. Et ça, c'est ça, c'est qu'en gros, tu as ton planning à l'avance et que tu t'organises ton mode de vie. Et au final, c'est une autre organisation. Mais quand on s'organise bien, tu as largement moyen d'optimiser plein de trucs. Et puis aussi, c'est que souvent ce que tu fais, c'est que des fois, tu peux avoir des semaines un peu plus chargées et des semaines un peu plus light. Et quand tu as des semaines plus light, des fois, tu peux te retrouver à avoir 4-5 jours à la suite sans poser de congé. Donc en fait, tu as des mini-vacances où tu as un méga gros week-end alors que tu n'as pas posé de congé. Mais après, des fois, quand tu es là, c'est sûr que du coup, tu t'enchaînes différemment. Après, il faut juste se dire que si par exemple, tu es de garde aux urgences et que tu as 10 heures ou 14 heures à faire, en gros, que pendant ces 14 heures-là, tout peut se passer. Mais quand je dis bien tout, c'est tout. Tout peut se passer. Mais qu'à la fin de ces 14 heures, tu sais que tu pars et que tu rentres chez toi en fait. Donc après, tu as ton truc qui est prévu. C'est vrai que les urgences, il y a ce stop où on rentre à la maison. Et après, c'est compliqué, mais on rentre à la maison et ça y est, c'est fini. On n'a pas ce suivi. Le patient, peut-être. Alors les gens me disent au début, ouais, mais c'est dommage parce que moi, ce que j'ai peur, c'est en tant qu'urgentiste, c'est de ne pas savoir ce qui se passe après, la finalité. Et souvent, la finalité, après, il y a plein de choses. Par exemple, quand tu vois une entorse ou quand tu vois une plaie, après, de voir l'état de la plaie, ça t'intéresse pas trop, mais souvent, quand tu n'as pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a pas eu de soucis infectieux ou autre, donc tant mieux en fait, ça c'est une très bonne chose. Mais c'est plus, là où on veut des nouvelles, c'est lorsqu'on prend en charge des situations qui sont très graves, genre par exemple une hémorragie cérébrale chez un enfant qui se cogne la tête, voilà, et tu as envie d'avoir la suite. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on les amène dans les services de réanimation, on prend des nouvelles 2-3 jours après, tu vois, pour avoir un peu des... Et ça permet de faire une petite coupure quand on rentre à la maison. On est à la maison. Et, ça, il faut, mais je trouve ça très Parce que si tu ressasses de trop... Alors, moi, j'ai déjà vécu des situations traumatisantes où lorsque je rentrais chez moi, j'y repensais encore. Donc, ce qu'on fait, c'est que soit lorsqu'on est en équipe, on en parle entre nous, ou soit après, moi, l'avantage, c'est que mon épouse est dans le milieu de la santé aussi, et on en parle ensemble aussi, éventuellement. Puis après, on a toujours aussi la possibilité, sur place, d'avoir des psychologues aussi. Voilà. Après, c'est un mode, faut aimer, ou il y en a qui aiment bien. Bien sûr. Il ne faut pas que la qualité de vie, ce soit un frein. Si on aime le métier d'urgentiste, il ne faut pas qu'on se dise la qualité de vie, ça va être un frein. Pour moi, la qualité de vie, on l'a. Enfin, après, ça dépend de toi, quel est ton rythme. Il y a des gens, par exemple, qui adorent qui apprécient les variations de rythme et puis avoir des journées de libre dans la semaine. Il y a des gens qui, non, pour eux, il faut être très rythmé et que c'est réveil tous les matins à 7h30 et le soir à coucher à 22h et qui ont besoin de ce rythme très cadré. Là, alors ça, si tu veux un rythme très cadré comme ça, être urgentiste, c'est un peu compliqué, quoi. Tu vois, parce qu'il y a toujours un... Et moi, à chaque fois, même là, je sais même plus comment je bosse la semaine prochaine, en fait. Enfin, tu vois, à chaque fois, je regarde et je sais comment je bosse les 3-4 prochains jours, mais Et après, il faut réaliser le planning mon planning à moi, le planning de mon épouse aussi, parce que pareil, elle a des variations aussi pour que ça coïncide. Et ce qui est sympa, c'est que on peut, sur nos plannings, nous mettre des indispos, c'est-à-dire dire, voilà, tel week-end-là, j'en sais rien, moi j'ai un mariage de prévu, ou j'ai un week-end de prévu là, ou je bloque mon week-end en disant, le week-end-là, je suis indispo, je veux pas travailler le week-end-là. Et puis, mon épouse peut faire la même chose de son côté. Et en gros, on peut se bloquer des week-ends à droite à gauche. Donc, c'est à la limite un planning un peu... C'est une organisation à avoir. C'est ça. C'est ça qui est intéressant à savoir. Donc, c'est vraiment fait des heures condensées en des très grosses journées de travail. Mais après, il y a du temps libre. C'est ça. Alors qu'il y a d'autres spécialités où ils vont du lundi au vendredi, ils sont là, ils font la visite le matin, ils font les consultes tel jour, etc. Ils ont leur routine aussi un peu de la semaine. Ils savent que tel jour c'est des consultes, tel jour c'est machin, tel jour c'est le bloc, tel jour c'est machin. Et puis ils savent que tel week-end ils sont de garde un week-end tous les 2 mois ou tous les mois. Donc c'est un autre mode d'organisation aussi, quoi. Et est-ce que pendant ton temps libre, par exemple, si tu as 2-3 jours de suite, est-ce que, par exemple, l'hôpital peut t'appeler ou vraiment tu restes un peu déconnecté? Alors, moi, je suis déconnecté. Après, on a tous des boîtes mail. Alors, ça, les boîtes mail, tout le monde lit un peu ses mails, donc tu as toujours accès un peu à tes mails. Donc, des fois, tu peux suivre un petit peu les mails du chef de service s'il y a des soucis ou autres.
Et moi, ça m'est déjà arrivé des fois que l'hôpital nous appelle en disant bah, écoutez, on a un souci de garde, il nous manque un médecin pour ce soir, est-ce que vous êtes dispo? Et puis moi, j'ai jamais été plus embêté que ça. Si je suis pas dispo, je dis non, je suis pas dispo, c'est pas possible. Si après j'ai une disponibilité et que je me dis bah oui, pourquoi pas. Après, c'est des heures qu'on fait en plus, donc on est payé aussi en plus. Après, il y a la partie un peu salaire où c'est sûr que ça peut être un peu plus intéressant. Mais après, faut pas trop. Moi, je suis pas trop à faire des heures sup. Après, on a le choix de le faire ou pas, mais on m'a jamais mis le couteau sous la gorge en disant voilà. La seule fois où on peut te mettre le couteau sous la gorge, c'est si on arrive, mais c'est exceptionnel, hein, franchement. Si on arrive sur des situations où c'est bloqué parce que c'est très très tendu et qu'en fait, il trouve vraiment personne. Après, le directeur peut passer sur de la réquisition. C'est-à-dire qu'on va te dire bah voilà, on vous réquisitionne et vous êtes de garde ce soir, il n'y a pas le choix, vous êtes de garde. Mais ça, c'est dans les urgences, mais ça peut être dans d'autres spécialités. Hein. Ça peut être, on n'a pas de neurologue, on n'a pas de cardiologue, vous êtes réquisitionné ce soir, tu as un papier, tu n'as pas le choix. Quoi. Mais souvent, les directeurs évitent de faire ça. Parce que s'ils le font ça, ils le font une fois, mais pas deux. Quoi. Parce que les médecins, rapidement, après, ils se barrent. Donc ça met une mauvaise ambiance. Donc, normalement, moi, de mémoire, ça m'est jamais arrivé. La seule fois où j'ai été réquisitionné, c'était dans le cadre d'une grève, où du coup, tous les médecins étaient en grève, etc. Mais on savait qu'on allait être réquisitionné dans ce cadre-là. Donc, en fait, c'était un peu le jeu de la grève. Mais sinon, ça m'est jamais arrivé. Donc, ça marche. Toujours des possibilités, en fait. Ça, c'est très rassurant, je pense, pour d'entendre ce témoignage. Puis en fait, encore une fois, si jamais on te fait le coup, on te le fait une fois le coup, et puis après... Oui, bah oui. Il faut savoir poser ses limites aussi. Oui, bien sûr. Bah, parfait. Et bah écoute, c'est la fin pas de ce podcast, mais de la partie discussion. On va partir un peu sur la partie anecdote, et donc ça sera juste après. Donc pour la partie anecdote, donc cette fois-ci c'est une partie qui est un peu plus rapide, un peu plus du tac au tac, donc je vais commencer. Alors dans le cadre des urgences, est-ce que tu as eu, est-ce que tu pourrais nous dire le diagnostic le plus simple? Après quand je dis diagnostic, en vrai dans le cadre là, ça pourrait peut-être être une expérience ou un cas, un patient, une prise en charge la plus simple, la plus rapide, ça pourrait être ça aussi. Le plus simple, le plus rapide, aux urgences, pour moi, c'est la cystite. Parce qu'en gros, la personne vient, elle a les signes urinaires, elle n'a pas de fièvre, voilà, c'est réglé en fait. Hein. Okay. Donc, efficace. Ouais. On connaît les symptômes et ça va très vite. Bah, ça, c'est un truc. Et puis après, c'est toute la filière courte, c'est la petite traumatologie, les petites choses. Après, il y a des fois besoin des radios. Mais au final, la cystite, normalement, c'est juste clinique et puis, ou l'angine, ou enfin voilà, c'est. Ok, bah moi, à contrario, le diagnostic le plus dur de ta carrière. Peut-être un patient très compliqué. Bonne question. Après, je pourrais pas te dire exactement parce qu'en fait, il y a tellement de... Souvent, les plus compliqués, c'est là où au final, tu n'as pas le diagnostic ou le diagnostic, on l'a que beaucoup plus tard. On va dire que moi, le pire, c'est lorsqu'il y a on prend en charge des comas. Et puis qu'au final on n'arrive pas à trouver pourquoi la personne est dans le coma en fait. On ne sait pas si c'est toxique, si c'est hémorragique, et souvent ça prend du temps parce qu'on fait l'examen, on va de plus en plus loin, après on commence à faire scanner, biologie, ponction lombaire, et puis après on continue à rechercher d'autres EEG, d'autres examens. Et puis le souci c'est que après nous les gens on les transfère en réanimation. Et on n'a pas le diagnostic final parce qu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Donc c'est là le diagnostic le plus dur, c'est quand des fois on ne l'a pas. Et aux urgences, des fois on ne l'a pas. Et quand c'est grave et qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est encore plus embêtant en fait. C'est frustrant. Parce que des fois, c'est pas grave. Les gens, on a éliminé tout ce qui était grave, ils ont des symptômes, mais on n'a rien d'alarmant. Par exemple, j'en sais moi, quelqu'un qui a des maux de tête, on a éliminé tout ce qui était grave. Les symptômes sont minimes, avec du paracétamol, la douleur elle passe. Au final, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais on sait que c'est pas grave. Donc ça... c'est pas alarmant, mais dans certaines situations, comme lorsqu'il y a des comas, je te dis, encore une fois, et qu'on doit intuber les gens, et qu'on transfère en réanimation après, qu'on n'a pas encore le diagnostic, c'est là, on a fait beaucoup de recherches, et puis au bout d'un moment, on passe la main. Quoi, donc, ça marche, ok. C'est vraiment l'errance diagnostique après, je pense, qui est compliqué. La frustration de ne pas savoir. Après, le diagnostic le plus dur sur le terme pronostic, c'est quand on diagnostique des cancers. Quoi. C'est toujours ça. Bien sûr. Il y a des gens qui viennent pour un petit truc, ils disent ouais, je viens pour un petit truc, c'est pas grand chose, machin. Et puis on dit on va quand même lui faire un scanner, machin. Et puis là, qu'on découvre un cancer, une tumeur, là c'est toujours comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on.
parce qu'on n'annonce pas des diagnostics comme ça aux urgences. Et comment est-ce qu'on fait? Faut qu'on l'hospitalise. Mais si on hospitalise en cancérologie, on vous hospitalise en cancérologie, voilà. Oui. Donc c'est des situations un peu compliquées aussi. Ça. Ok. Ok, ça marche. Ok. Sur une note un peu plus, un peu plus légère, ta pire gaffe? Ma pire gaffe, bonne question. Ma pire gaffe, je pourrais pas te dire comme ça, j'ai pas souvenir de. Je recherche un peu. Ça peut être dans les études, ça peut être Ouais, lors en d'un tant stage, qu'urgentiste. interne, externe, une gaffe que tu aurais faite. Ouais, peut-être une des pires gaffes, c'est lorsque quand j'étais en stage au bloc opératoire, en fait, c'est que j'ai Mhm. failli tomber dans le champ du patient, donc heureusement que je suis pas tombé, mais que je me suis à moitié ramassé à côté sur le plateau avec les ustensiles. Voilà, c'est peut-être la pire gaffe, quoi. Le matériel qui était un peu stérile où j'ai dû me rattraper dessus. Du coup, voilà, le chirurgien n'aime pas trop, quoi. Donc, Ouais, sûr. ça veut dire que heureusement, ça n'a pas eu de répercussions, mais Ok. Ouais. Parce que la question d'après, c'est la situation la plus gênante, pire honte. Je sais pas si. il y a autre c'est chose. ça, oui, Ouais. la pire honte, en fait, c'est ça, c'est vraiment la pire honte. Moi, c'est quand tu fais un malaise vagal, en fait. Enfin, quand tu dis que je dois sortir, je me sens pas bien, moi, c'était vachement honteux, quoi. Surtout quand je le disais pas au début de mes études. Mm. C'était au bloc, mais encore une fois, c'était juste l'infirmière qui disait, viens, on va faire une prise de sang, tu vas juste pour faire la prise de sang, et puis toi, tu deviens tout blanc et tu dis, je dois sortir. Tu sais que tout le monde a capté, et puis c'est vachement honteux, quoi. Du coup, tu dis, oh là là, je suis médecin, c'était ma pire honte, tu vois. Oui, je comprends. Ok, top. Ça marche. Si tu n'as pas fait médecine, quel métier t'aurais fait? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aurais rien pu faire d'autre. Mais après coup, est-ce que youtubeur c'est un métier? Je sais pas. Ah, Mais moi, je pense oui, hein, que clairement. je pense que je serais parti dans de la vidéo. Peut-être du journalisme, parce que vu que j'aime Ah. plutôt la pédagogie, donc plus sur du journalisme. Et ouais, pourquoi pas, j'aurais peut-être terminé sur YouTube, mais avec une autre chaîne du coup, sur un autre truc. Je sais pas quoi. Ça marche. C'est vrai que je voulais faire un aparté tout à l'heure. Est-ce que le fait de tourner, d'être à la caméra, tout ça, c'était quelque chose que t'aimais depuis petit, ou c'est genre Non. t'as découvert ça un peu par hasard? Ouais, en fait, j'étais très timide au début, Ah. énormément. Genre, pareil, rien que pour aller, lorsque j'étais plus jeune au tableau, je faisais un malaise, pareil. Ah ouais. J'avais horreur de parler en public. Là maintenant, tu vois, je peux parler en amphi devant Mhm. 200, 300 personnes sans problème. Et pareil, la caméra, c'est aussi quelque chose qui est pas inné en fait. Parler devant une caméra comme ça, ça paraît simple, mais Ah, c'est c'est plus quand même tout un compliqué. exercice. Mm. Et au début, j'appréciais pas plus que ça. Et maintenant, je commence à prendre beaucoup plus de plaisir à le faire. Mm. Et plus t'en fais, plus t'apprécies en fait. Oui, ok. Ouais. Top. Bon, c'était une petite Incroyable. aparté. Ouais, Je non, t'en mais prie. super. Ça marche. Moi, c'est pareil, hors du médical. Quel est ton talent caché? Mon talent caché? Ouais. Après, est-ce que vidéaste c'est un talent caché? Je sais pas, parce que maintenant je le cache un peu moins. Plus caché. Sinon, plus en termes de basket en fait. Ouais. J'aime bien le basket en fait, et Ah, puis cool. je me débrouille pas trop mal en basket. Enfin, j'avais fait beaucoup au collège, voilà, donc c'est un truc que j'ai un peu mis de côté pendant les études, mais j'aime bien encore un peu de temps en temps. Ok, ça marche. Basketteur dans Enfin, je sais pas si c'est un Oui. vrai talent caché, Si, basketteur, mais ça, et puis après, oui, c'est surtout. Alors, si un autre talent caché, c'est toute la créativité. Je suis quelqu'un quand même d'assez créatif. Mm. Et en fait, je pense énormément, j'ai beaucoup d'idées. D'ailleurs, j'ai des fois du mal un peu à canaliser, Ouais. et c'est pour ça que ça me pousse avec YouTube notamment, et que Mm. Ok, c'est un moteur, quoi. ça marche. Top. Ok. Si t'avais pas fait ta spécialité actuelle, donc Ouais. urgentiste, on revient un peu dans le médical, laquelle t'aurais faite? Si j'aurais pas fait urgentiste, généraliste, je pense que ça aurait été très bien. Ouais. J'aurais apprécié en fait le côté aussi relationnel avec le patient, etc. Donc ça, voilà. Et puis après, si on est plus sur une spécialité à l'hôpital, après j'aime un peu tout, donc difficile à... Je sais pas trop en fait. Mm. Ouais, c'est vraiment la spécialité qui... Vu que j'ai à peu près tout en fait, Oui, c'est je ça. suis... C'est vraiment de la polyvalence, tu as Ouais. tout, donc ouais. urgentiste, médecin généraliste en Et soi. au niveau des urgences, moi j'aime aussi beaucoup tout ce qui est médecine de catastrophe. Mm. Donc peut-être un petit peu dans la toxicologie. Ouais. Ah, Ouais. ok. Mm. Top. Super, ça marche. Moi, c'est plus personnel. Ouais, c'est plus personnel. Ta plus grande fierté? Ma chaîne YouTube.
Chaîne YouTube. Ah. Voilà. Ah ouais, clairement. Ouais. Bah après, au niveau, du travail, on dirait. Ouais, Professionnel. ouais. Si c'est personnel, c'est ma fille, hein, bien sûr. Ouais. Ah bah oui. Mais C'était une question d'après. voilà. Mais en termes de projet que j'ai accompli, c'est ma chaîne YouTube parce que c'est un projet en fait que j'ai fait tout seul. Enfin, du coup, j'ai été aidé par personne. Je me suis auto-formé tout seul hein, sur Internet. J'ai tout appris tout seul, j'ai investi tout seul. Et même là, tout ce que je fais, en tout cas à cette heure-ci sur YouTube, tout ce que je fais, je le fais tout seul en fait, sans aucune aide. Donc c'est ouais, ma plus grande fierté consécration. d'avoir des retours positifs et des encouragements. Ouais, voilà. Ouais. Ok. C'est top. Ouais, magnifique. Quel est ton plus beau moment en tant qu'urgentiste, donc dans ton métier, en tant que médecin? Est-ce que tu as un moment en Ouais. particulier que... Bah, les plus beaux moments, c'est quand tu sauves des vies. Voilà, clairement. C'est voilà le goal, voilà. Et le plus beau moment, c'est quand tu sauves des vies et qu'en plus après les gens quelques mois après ils t'envoient des messages ou des cartes, parce que ça arrive de temps en temps, et te disent merci docteur Ils te remercient. de m'avoir sauvé la oui. vie. Et ça m'est arrivé 2-3 fois. Bah quand tu vois la petite carte, t'as la petite larme à l'œil quoi. Ah bah oui, ouais, j'imagine. C'est Ah, c'est beau. beau. Ouais, Magnifique. parce que tu dis que tu as sauvé une vie et puis que la personne te. Même si tu n'attends rien obligatoirement en retour, mais que la personne prenne l'attention de rédiger une petite carte et de te Ils dire sont vraiment merci reconnaissants, docteur. tu Ouais, vois. voilà. Tu dis, ouais, c'est moi vraiment qui ai fait ça et tu dis, c'est cool quoi. Ouais, bah oui, j'imagine. Super, ça marche. Et moi, bah, le plus beau moment de ta vie? Et bah, la naissance de ma fille. Ouais. C'est le moment. Euh, Ça change ta vie complètement sur. Vous verrez quand vous serez des enfants, c'est le chose, tu sais que ça change ta vie, mais voilà, tu vois la vie différemment sur plein de choses. ok. Et aussi, moi, ça a aussi changé. Alors, ça s'était pas passé comme c'était prévu, hein, Ouais. mais c'était quand même le plus beau moment. Et ça change ta vie aussi, même professionnellement, parce que depuis que j'ai ma fille, lorsque je sors lorsque je sors en SMUR sur des enfants ou des morts subies du nourrisson, et obligatoirement, Ouais. tu transposes sur ton propre enfant. Oui, j'imagine. Et ça change et c'est des fois plus difficile en fait, des interventions qui sont beaucoup plus difficiles. Je comprends. Ouais. Mais toujours, tu utilises, tu t'avais dit l'hypnose tout à Ouais, l'heure, ouais. Pour essayer toujours de... Ouais. Bien sûr, Tout à fait. ça c'est important. Tout à fait. Bah parfait. Ça vous plaît? Allez, super. Ouais, on a juste une on, petite, a tout terminé. Ah, on a juste une petite fin, Ah. Ouais, vas-y, quand vas-y. même, Ah. pour du coup, ce que tu aimerais transmettre aux futurs médecins, Ouais. à des jeunes collègues, ou même transmettre par ce podcast. Et après, une question pour le prochain invité. Mais d'abord, on va faire un truc, c'est voilà ce que tu aimerais transmettre. Par ce Alors ce que j'aimerais transmettre, c'est pour moi c'est très important, c'est vous prenez pas la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec vos études, avec vos choix de spécialité. Il faut voir marche après marche, c'est de profiter de la vie, profiter de votre famille avant tout, de prendre du temps pour soi, c'est très important. Et de trouver ce bon équilibre en fait qui vous permettra d'être épanoui, parce que c'est ça qui vous permettra que vous serez bien et au travail et à la maison. Et voilà, et vous vraiment profiter de la vie, c'est plus important quoi. Ok, magnifique. Et du coup, dernière Ouais. question entre guillemets, est-ce que tu aurais une question comme ça qui te vient à l'esprit que tu pourrais poser au prochain invité, en sachant C'est que... qui Ah non, on va pas dire c'est C'est qui, pas qui. sinon ça fait Ok. un petit teaser. Tu dis ouais. En sachant que la question du coup de la précédente, Ouais, Oui. voilà, ouais, d'accord. sa question c'était quel est l'univers fictif dans lequel tu aimerais vivre, ou alors une époque, une période dans laquelle tu Ouf. aimerais revenir dans l'histoire. Ouais. Question difficile. Ouais, Elle moi, avait dit Harry Potter, il me semble, Ouais. et Léonard de Vinci. C'est ça. Comment c'est Harry Potter? L'époque. L'univers de- d'Harry Potter. Voilà. Elle avait répondu ça? Ouais. D'accord. Harry Potter. Ça, c'est- Je sais. Ouais, moi je suis bien là en fait. Bah, Parce voilà. que je suis très sur l'époque. Voilà, enfin après on a plein de problèmes dans la société actuellement, c'est sûr, etc. Mais après moi je suis très très média, je suis un peu geek, etc. Donc je suis presque un peu dans le futur en fait. Je suis un peu en avance sur certains trucs, Donc moi c'est peut-être sur un petit futur que j'aurais bien aimé vivre, mais un futur optimiste en fait. Après Oui. moi je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc voilà, parce que j'aime bien toutes les technologies qu'on a qui peuvent beaucoup nous aider. Après, la question que je pourrais poser, c'est ça? Ouais. Ou, c'est parce que ça, c'est une question intéressante à poser. Ouais. Je sais pas, il faudrait que je trouve un truc avec YouTube, mais comment est-ce que la personne voit la meilleure façon de communiquer en santé sur les médias? Ok. Voilà.
Top. Un peu, voilà. Est-ce que tu veux répondre à cette question? Bah, pour moi, c'est YouTube, voilà, Ok. tout simplement. Bah, super. Parce que pour moi, c'est YouTube, parce que YouTube, en fait, c'est une plateforme libre d'accès, où en fait, on n'est pas obligé d'avoir un compte pour... tout le monde y a accès, en fait, tout le monde consomme. Et comme je disais tout à l'heure, tout le monde sur la planète, et qu'on éduque même les populations sous-développées ou qui n'ont pas de ressources médicales, comme notamment en Centrafrique ou en Asie, où il y a certains endroits où ils ont très peu de ressources santé. Il y a certains endroits, ils n'ont même pas accès à un médecin et ils vont aller regarder des informations santé. Et pour moi, j'ai fait une vidéo sur que faire en cas de saignement de nez. Et des fois, j'ai des gens qui me répondent, qui disent voilà, je suis du Gabon, merci docteur, j'ai arrêté de saigner du nez grâce à votre vidéo en fait. Et j'imagine trop la personne en train de saigner du nez comme ça, en train de regarder, il faut mettre le nez là, le tuto, exactement. Hein. Et ça, c'est génial parce qu'on se dit qu'on est utile même à travers le monde. C'est international, c'est qu'on éduque aussi les gens et que même s'il n'y a pas des ressources, si on n'a pas tel médicament ou que tel truc coûte cher ou telle ressource, et bah tout le monde a un téléphone, quasiment maintenant hein, sur la planète, presque tout le monde a un téléphone et a un accès à Internet aussi, presque pas tout le monde, mais une grande partie aussi. Et lorsqu'il y a accès à Internet, les gens ils peuvent s'éduquer aussi et avoir cet accès à l'éducation, c'est super important. Sans parler de propagande ou d'autres trucs comme ça, enfin, bien sûr il y a tout le côté, mais d'aller s'éduquer directement, c'est important et ça permet d'améliorer la santé dans le monde en fait. Donc c'est pour ça que YouTube travaille aussi avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour aussi avoir cet objectif en fait d'éducation. Et suite à ça, moi d'ailleurs, je fais partie d'un programme, c'est que ma chaîne, elle est certifiée par YouTube. C'est-à-dire que j'ai eu la validation de YouTube, comme quoi je suis un vrai docteur, et ça me permet en fait sous toutes mes vidéos en fait, il y a un bandeau avec écrit chaîne d'un médecin RPPS. C'est-à-dire que je suis un vrai docteur, et quand les gens regardent l'info, ils savent que en gros je suis un vrai docteur et que je suis pas un charlatan ou quelqu'un qui doit vendre des pierres ou je sais pas quoi en fait. Enfin, voilà. Ouais, c'est super ça, je trouve qu'ils aient rajouté ça, une petite certification. C'est ça. Pour être les gens qui me connaissent pas, ils tombent là-dessus, ils disent bah lui c'est un vrai docteur. Donc je lui fais confiance quoi. Ouais, voilà. Top. Voilà. Et après donc on n'est pas très nombreux à faire ça. Mais après des vidéos, si jamais un médecin part en live et raconte un peu n'importe quoi, les vidéos peuvent être aussi signalées et après les vidéos peuvent sauter aussi. Hein, c'est pas... Et ce label-là peut sauter aussi. Hein, c'est pas... Ok. C'est pas fixe une fois qu'on l'a. Ok. Mais je trouve que c'est bien parce que ça permet de lutter un peu contre un peu les fake med ou bien sûr. toutes les fake news qu'on a entendues, machin. Là, ça permet au moins de faire passer des vrais bons messages parce que c'est important, parce que ça peut être dramatique quoi. Enfin, bien sûr. Quelqu'un, voilà, j'ai rien contre, mais quelqu'un qui a un cancer et qui va aller chercher de l'aide parce qu'il est au désespoir, il est au bout de son cancer et qu'on va dire, bah voilà, t'achètes cette pierre-là, cette pierre, tu la poses sur ton front et pendant 10 minutes, et ça va te permettre de survivre et la pierre, elle coûte 10 000 euros. Bah voilà, c'est des escrocs quoi. Donc, voilà, c'est un peu lutter contre ça quoi. Ok, le fait que ça touche énormément de gens et c'est que ce soit facile d'accès. Tout à fait. Exactement. Bon, parfait. Super nickel. Cool. Pouce en l'air. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, grand plaisir. Si vous avez besoin de trucs, je suis dispo. C'est super sympa. Voilà, il y aura la chaîne. Vraiment, le lien de sa chaîne en description, bien sûr. Tous les vendredis, 18h, nouvelle vidéo. Voilà. Petite pub en même temps. C'est exactement ça. Mais en tout cas, on a passé un super moment. Super bon moment. C'est cool. Et pourquoi pas une partie 2 ou à voir, hein, mais en tout cas, on se dit à très vite. Et n'oubliez pas, likez, partagez et commentez. Et dites-nous si vous voulez poser une question particulière pour le prochain invité ou quel invité vous voudriez voir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, à très vite. Ciao, salut. Ciao.